Au-dessus de la Terre, dans les hémisphères nord et sud, se trouvent 2 satellites exploités par le National Oceanic and Atmospheric Administration américaine, connus sous le nom de satellites géostationnaires opérationnels pour l'environnement. Toute la journée, tous les jours, ils mesurent le champ magnétique de la Terre. En général, les données recueillies sont les mêmes d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre et d'une année à l'autre. C'est pourquoi les scientifiques ont été si alarmés lorsqu'un jour de 2001, les relevés se sont soudainement emballés. Un pic massif et totalement hors du commun dans le champ magnétique de la Terre. L'initiative Global Coherence, un projet dirigé par l'Institut des mathématiques du cœur, avait une explication. Ils pensent qu'il existe une sorte de boucle de rétroaction entre les systèmes magnétiques et énergétiques des êtres humains et de la Terre, et par conséquent qu'un grand nombre de personnes partageant un même sentiment émotionnel, par exemple en réponse à un événement mondial, peut réellement modifier les caractéristiques magnétiques et énergétiques de la Terre. Dans cette optique, le mystère du pic sans précédent enregistré en 2001 dans le champ magnétique de la Terre a commencé à s'éclaircir. Ce pic avait commencé le 11 septembre, quelques 15 minutes après que le premier avion se soit écrasé sur le World Trade Center à New York. Voici le secret. Le cœur humain est la source d'énergie électromagnétique la plus puissante du corps, produisant un champ électrique 60 fois plus fort que le cerveau et un champ magnétique plus de 50 fois plus fort. Cette énergie électromagnétique enveloppe le corps et s'étend dans l'espace dans les premiers mètres qui entourent le corps. Elle peut être mesurée à l'aide d'un équipement scientifique, mais beaucoup ont suggéré qu'elle pouvait parcourir des centaines de mètres, voire beaucoup plus. Ce champ contient des informations cruciales sur l'état émotionnel du cœur. Le champ électromagnétique de chaque individu interagit avec celui de la Terre, transmettant ainsi ces informations codées. Le 11 septembre, alors que le monde regardait les tours jumelles s'effondrer, une énorme quantité d'informations émotionnelles a été projetée en même temps sur la Terre, faisant que le champ magnétique terrestre s'est mis à trembler. Mais ce qui est peut-être plus important que la façon dont il interagit avec la Terre, c'est la façon dont le champ électromagnétique du cœur, projeté à l'extérieur du corps, peut avoir un impact sur les autres et les influencer. Lorsque 2 personnes communiquent, elles ne le font pas seulement avec des mots, des gestes et le langage corporel. Elles communiquent également par le biais des informations émotionnelles encodées dans leur énergie électromagnétique. Il s'agit d'un concept appelé communication énergétique. Des études ont montré comment cela fonctionne entre les personnes et les animaux. Dans l'une de ces études, un homme a été placé dans une pièce avec son chien, sans contact physique ni tentative d'attirer l'attention du chien. Il n'avait pour instruction que d'essayer consciemment d'émettre des sentiments d'amour envers le chien. En peu de temps, une cohérence s'est développée entre les rythmes cardiaques de l'homme et de son animal. Ce type d'effet se révèle particulièrement fort lorsque l'homme côtoie des chevaux, dont le champ électromagnétique produit par le cœur est 5 fois plus important que celui produit par un cœur humain. En fait, la science a déjà montré que le simple fait d'être à proximité d'un cheval a des effets psychologiques spectaculaires sur l'homme, notamment une baisse du rythme cardiaque et de la pression artérielle, une diminution du niveau de stress, une réduction de l'anxiété, de la colère et de la tension, ainsi qu'une augmentation de sentiments de puissance, de confiance et de patience. En outre, des études ont montré que les ondes cérébrales d'une mère peuvent se synchroniser avec les battements de cœur de son bébé, comme le décrit l'une de ces études. Il semble que lorsque la mère a placé son attention sur le bébé, elle est devenue plus sensible aux signaux électromagnétiques subtils générés par le cœur de l'enfant. Ces résultats ont des implications suggérant qu'une mère dans un état de cohérence psychologique devenait plus sensible aux informations électromagnétiques subtiles encodées dans les signaux électromagnétiques de son enfant. Plus simplement, l'étude a montré que les signaux électromagnétiques générés par le cœur ont la capacité d'affecter les autres autour de nous.
En d'autres termes, l'idée de capter les ondes de quelqu'un n'est pas juste une sorte d'affabulation, mais plutôt une réalité scientifique. Si les champs électromagnétiques affectent tous nos systèmes biologiques et que, par le biais de la communication énergétique, les systèmes de ceux qui nous entourent envoient et captent des ondes, est une chose réelle, alors imaginez comment cette connaissance pourrait être utilisée sur soi et envers les autres. Nous sommes en 1988 et Claire Sylvia lutte contre la mort. On lui avait diagnostiqué une hypertension pulmonaire et dans un ultime effort pour lui sauver la vie, elle avait subi une transplantation cardiaque. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, elle s'est retrouvée seule à l'hôpital de Yale New Haven, dans le Connecticut, poursuivant son lent chemin vers la guérison. Mais sur le chemin de la guérison, elle commençait en fait, pour la première fois depuis son opération, à sentir son appétit revenir. Une infirmière, le sentant peut-être, entre dans la chambre de Sylvia et lui demande si elle veut manger quelque chose. « En fait, répond Sylvia, je meurs d'envie d'une bière en ce moment. » C'est étrange car avant l'opération, elle ne buvait pas de bière, ni même n'aimait ça, mais la bière n'était qu'un début. Après son rétablissement, Sylvia a commencé à avoir une série d'envies inhabituelles de choses comme des barres de chocolat Snickers, des poivrons verts et plus curieusement des nuggets de poulet McDonald's, qu'elle était certaine de n'avoir jamais goûté auparavant. Puis vint le rêve récurrent, toutes les 2 ou 3 nuits, et toujours le même. Dans celui-ci, Sylvia rencontrait un jeune homme connu uniquement sous le nom de Tim L. Comme elle l'a expliqué, on s'est embrassé et j'ai respiré son corps. C'est comme la respiration la plus profonde que j'ai jamais prise, me laissant avec le sentiment que le centre même de mon être n'était pas le mien. Peut-être que ce rêve et ces nouvelles envies inexplicables n'étaient rien d'autre que les effets secondaires des protocoles des médicaments qui l'accompagnaient. Mais Sylvia n'en était pas si sûre. Elle a donc commencé à faire des recherches. Elle commence par consulter la rubrique nécrologique locale où elle découvrira presque immédiatement quelque chose qui va la stupéfier. Dans le journal, le jour où elle a reçu sa transplantation cardiaque, se trouve la nécrologie d'un jeune homme décédé tragiquement dans un accident de moto. L'homme s'appelait Timothy Lamarande, Tim L. Plus extraordinaire encore, la notice nécrologique indiquait comment les premiers intervenants avaient, pour tenter de lui sauver la vie, arraché sa veste pour lui prodiguer des soins et dans la poche intérieure du blouson, ils ont trouvé un sac de nuggets de poulet de McDonald's. Quelques années plus tard, dans une petite ville du Midwest de l'Amérique, une fillette de 8 ans reçoit une transplantation cardiaque d'une autre jeune fille décédée subitement. Par la suite, elle a commencé à faire un cauchemar récurrent. Dans ce cauchemar, il faisait nuit et elle courait dans une forêt sombre, poursuivie par un homme grand et poilu. Le rêve se terminait toujours de la même façon. L'homme l'attrapait, la regardait dans les yeux en lui disant des mots très précis, puis la tuait. Ce n'est pas une vie pour quelqu'un de vivre avec ce type de terreur presque toutes les nuits. Les parents de la jeune fille l'ont donc emmenée chez un psychiatre. Craignant que le rêve représente un souvenir refoulé, les psychiatres ont fait appel à un dessinateur professionnel qui a utilisé les descriptions de la jeune fille pour arriver à un dessin de l'homme du rêve. Le croquis est transmis à la police et, comme cela peut arriver dans une petite ville, celle-ci trouve rapidement un homme correspondant à la description. Aussi incroyable que cela puisse paraître, lorsqu'on l'interroge, l'homme craque et avoue tout. Il avait poursuivi et assassiné une jeune fille dans la forêt et déguisé le crime. Plus étonnant encore, lorsque la police a demandé à l'homme des détails sur le meurtre, il a raconté mot pour mot ce qu'il avait dit à la jeune fille avant de la tuer. Il s'agissait des mots exacts que la bénéficiaire de la transplantation cardiaque avait entendus dans ses rêves. Ces types d'histoires peuvent sembler incroyables et pourtant, elles ne sont pas rares. Pour les receveurs de greffe cardiaque qui, dans de nombreux cas, ont mystérieusement pris les caractéristiques et même les souvenirs de leur donneur, comment une telle chose peut-elle être possible ?
Le cœur humain est unique. C'est le premier organe développé par un bébé dans l'utérus de sa mère. Le cœur bat avant même que le cerveau ne soit développé. Il est le dernier organe à s'arrêter lorsqu'une personne meurt et en fait, il peut continuer à battre pendant un certain temps lorsqu'il est retiré du corps. Il est le premier et le dernier, le début et la fin. Mais il est plus que cela. Au début des années 1990, une étude scientifique a découvert que le cœur humain contient quelques 40 000 neurones sensoriels, les mêmes que ceux que l'on retrouve dans le cerveau. Grâce à ces neurones, le cœur et le cerveau sont engagés dans un dialogue permanent. Il est communément admis que le cerveau est le centre de la conscience, de la perception et de la pensée, et que, de fait, le dialogue entre le cœur et le cerveau est mené et dirigé par ce dernier. Pourtant, l'étude a montré que le cœur envoyait en fait plus de signaux neurologiques au cerveau que l'inverse. Comme le décrit le scientifique et auteur Greg Braden, notre cerveau reçoit du cœur un grand nombre de ses instructions sur ce qu'il doit faire. Des études montrent que le cœur est capable de penser, de ressentir et d'avoir des émotions par lui-même. En d'autres termes, c'est souvent le cœur qui mène le dialogue avec le cerveau. Grâce aux connexions du système nerveux et aux hormones créées dans le cœur via les informations biomécaniques, des ondes de pression sanguine et via les champs électromagnétiques, le cœur aide à l'expérience sensorielle et au traitement des émotions d'une personne avec le raisonnement et la mémoire. Roland Marcrati, directeur de la recherche de l'Institut des mathématiques du cœur, une organisation à but non lucratif consacrée à l'étude du cœur, l'a exprimé comme suit. Le cœur est un organe sensoriel et agit comme un centre sophistiqué de codage et de traitement des informations qui lui permet d'apprendre, de se souvenir et de prendre des décisions fonctionnelles indépendantes. C'est peut-être pour cela que le célèbre écrivain français Antoine de Saint-Exupéry a dit « Ce n'est qu'avec le cœur que l'on voit clair. Ce qui est essentiel est invisible pour l'œil. » La question qui se pose ici est la suivante. Que voit-il? Qu'est-ce que le cœur est-il capable de voir que le cerveau ne voit pas? Selon le livre des morts de l'Égypte ancienne, l'au-delà est un lieu appelé le champ des roseaux, une sorte d'utopie où il n'y a ni maladie ni déception, où l'on passe ses journées au bord d'un cours d'eau, à l'ombre des arbres, entouré de ceux que l'on a aimés dans la vie. Pourtant, on n'entre pas automatiquement dans le champ des roseaux après la mort. Pour y arriver, il fallait d'abord passer une épreuve à laquelle participe le dieu Anubis. Là, Anubis est assis à côté d'une balance en or. Sur l'une des balances, on plaçait le cœur du défunt, et sur l'autre, une seule plume blanche, la plume de la vérité. Si le cœur était plus léger que la plume, le défunt était admis dans le champ de roseaux. Dans le cas contraire, il était chassé et mangé par un monstre. Dans les anciennes traditions chinoises, le cœur était l'empereur de tous les autres systèmes énergétiques, le lieu où l'esprit réside, contenant les pensées et les émotions et traitant les informations sensorielles. Pour les hindous, le chakra du cœur est le point central des 7 chakras qui parcourent le corps de haut en bas. La connexion entre les 3 en haut et les 3 en bas est la véritable voix d'un individu. Pour les cultures aztèques et mayas, le cœur était si important que lors des sacrifices humains, c'est souvent le cœur qui était offert aux dieux. Le christianisme, quant à lui, considère le cœur comme le lieu où commencent les émotions et les désirs, ce qui pousse la volonté d'un individu vers l'action. C'est Jésus qui a dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». De même, le Dieu de l'islam proclame « Le ciel et la terre ne peuvent me contenir, mais je suis contenu dans le cœur de mon serviteur. » Bien entendu, ce type de vision du cœur, cette prééminence parmi les fonctions de l'esprit, du corps et de l'âme, n'est pas confinée aux seules annales de la religion. Elle était en fait connue de plusieurs des plus grands penseurs de l'Antiquité. Dans la Grèce antique, Aristote a longuement écrit sur le cœur, affirmant « Le cœur est la perfection de tout l'organisme. Par conséquent,
Les principes du pouvoir de perception et de la capacité de l'âme à se nourrir doivent se trouver dans le cœur. À l'époque de l'Empire romain, le médecin de philosophie alias Galenus écrivait que le cœur était la pierre angulaire et la source de la chaleur innée par laquelle l'animal est gouverné. Plus tard, au IXe siècle, le philosophe arabe Abu Nars al-Farabi a proclamé que l'organe directeur du corps humain est le cœur. Le cerveau est un organe directeur secondaire subordonné au cœur. Et pourtant, quelque part, l'importance du cœur a diminué, laissant la place au cerveau comme maître et commandant, comme conducteur du dialogue corporel. Comme la science le révèle aujourd'hui, abandonner la primauté du cœur était peut-être une erreur. Il semble que les connaissances qui existaient à travers les cultures et les traditions religieuses pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité aient pu contenir des informations sur les pouvoirs du cœur qui ont été oubliées depuis. Mais quelles informations et quels pouvoirs? Heureusement, la science est en train de nous le révéler. En 2004, une étude menée par l'Institut des mathématiques du cœur a cherché à examiner les pouvoirs mystérieux que le cœur pouvait détenir. Dans le cadre de cette étude, on a montré aux participants une série de 45 images, certaines belles, d'autres inquiétantes et d'autres encore neutres, tout en branchant les participants à des machines mesurant les accélérations et les décélérations cardiaques, ainsi que les signaux potentiels évoqués par les battements du cœur à la surface de la peau. En bref, les machines mesuraient ce que faisait le cœur pendant la projection des images. Les résultats ont été bouleversants. Les chercheurs ont découvert que le cœur réagissait aux photos émotionnellement provocantes, celles qui étaient belles ou dérangeantes, avant même qu'elles ne soient vues. 6 secondes avant la projection des photos, le cœur réagissait à ce qui allait apparaître. D'une certaine manière, le cœur recevait des informations intuitives avant le cerveau et semblait en fait regarder l'avenir. Plus simplement, selon le directeur de l'étude, il apparaît que le cœur a accès à des informations en dehors des limites du temps ou de l'espace. Cela signifie que lorsque quelqu'un a une intuition sur quelque chose, cela peut être plus qu'une métaphore. Peut-être est-ce le cœur qui interagit avec quelque chose qui ne peut être perçu par le cerveau dans les limites normales du temps et de l'espace. Ce pouvoir intuitif, voire la préscience du cœur, a été illustré par la science. Alors, comment utiliser ce pouvoir? En 2011, une étude menée par l'Unité des sciences de la cognition et du cerveau du Medical Research Council à Cambridge, en Angleterre, a posé cette même question. Les chercheurs ont créé un jeu de cartes conçu de manière à ce qu'aucune stratégie évidente ne soit apparente et que les joueurs doivent suivre leur intuition. En d'autres termes, ils devaient écouter leur instinct. Pendant le jeu, les participants à l'étude portaient divers appareils de surveillance cardiaque. La plupart des joueurs ont progressivement trouvé un moyen de gagner la partie et presque tous ont déclaré se fier à leur intuition plutôt qu'à leur raison. Cependant, la vitesse et la facilité avec laquelle les participants ont découvert le moyen de gagner variaient considérablement selon qu'ils se fiaient à leur intuition. Certaines des intuitions des participants étaient justes, d'autres étaient fausses. Les chercheurs se sont demandé pourquoi et ont reçu une explication étonnante. Il s'est avéré que les participants qui étaient plus conscients des battements de leur propre cœur avaient de meilleures intuitions. En d'autres termes, ceux qui étaient capables d'écouter leur cœur prenaient de meilleures décisions intuitives. Ils ont pu devenir meilleurs au jeu plus rapidement en utilisant la puissance de leur cœur. Cela soulève la question de savoir s'il s'agit d'un pouvoir qui peut être développé. L'intuition du cœur pourrait-elle être utilisée pour devenir meilleure dans des domaines plus importants qu'un jeu de cartes? Et où cela s'arrêterait-il? Quand l'intuition inhérente se transforme-t-elle en préscience consciente? Et cela peut-il réellement être facilité? Il se peut que la science ne fasse qu'effleurer la surface de ces conditions. L'Institut de mathématiques du cœur affirme que la clé réside dans l'adoption de pratiques qui placent le cœur dans ce que l'on appelle un état de cohérence cardiaque. En d'autres termes, pour avoir un impact positif sur les systèmes biologiques de soi-même et des autres, les informations encodées dans le champ électromagnétique du cœur doivent être positives et saines. Au fil des décennies,
L'Institut de mathématiques du cœur a mis au point des pratiques aujourd'hui utilisées par l'armée américaine. L'armée américaine utilise aujourd'hui des pratiques conçues pour placer le cœur dans un état de ce type. De même, les pratiques traditionnelles telles que le Qigong et le Reiki sont axées sur l'échange de la modification de l'énergie pour faciliter la guérison. Mais quelle que soit l'approche, il est clair que les pouvoirs du cœur, son impact sur la santé et la facilitation des connexions invisibles, son intuition et sa préscience le rendent aussi important que les anciens le disaient.